Le réseau autoroutier est conçu pour favoriser les déplacements en sécurité d'un grand nombre d'usagers. Il permet de désenclaver certaines régions et supporte un transit important de personnes et de marchandises au niveau national et international. Ce réseau est souvent associé aux routes à accès réglementé. Ce sont des chaussées en général à sens unique qui, contrairement aux autoroutes, ne sont pas payantes. Avant de faire un long trajet, qui plus est sur autoroute, je dois être en forme. Conduire vite et longtemps est très éprouvant pour l'organisme. Lors de ce déplacement, je dois prévoir une pause de 15 minutes au moins toutes les 2 heures. Si l'organisme du conducteur est sollicité lors de ce type de déplacement, certains organes du véhicule aussi. Avant mon départ, je dois effectuer un certain nombre de vérifications concernant le gonflage des pneumatiques ou le niveau des différents fluides par exemple. Je dois également être très précautionneux en ce qui concerne le chargement du véhicule ou son attelage. Pour me diriger vers l'autoroute, je suis les panneaux à fond bleu qui comportent ce symbole. Le début d'une section d'autoroute est signalé par ce panneau d'indication. L'entrée d'une route à accès réglementé par celui-ci. La chaussée d'une autoroute est composée d'au moins 2 voies de circulation en sens unique, séparées des autres usagers par un terre-plein central. Le croisement avec le réseau routier se fait à des niveaux différents. Il n'y a donc pas d'intersection sur autoroute. La partie la plus à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Il est strictement interdit d'y circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner, sauf comme son nom l'indique, en cas d'urgence, panne, malaise ou accident. Des aires de repos sont implantées régulièrement pour permettre de se reposer. J'y trouverai divers services et aménagements. Les autoroutes et les routes à accès réglementé sont interdites aux usagers suivants: piétons et véhicules non motorisés, Cyclomoteurs et tricycles dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids est inférieur à 550 kg, mais aussi aux voiturettes et autres quads, véhicules agricoles et de travaux publics, convois exceptionnels et certains ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques. Si l'entrée sur une route à accès réglementé est systématiquement gratuite, la circulation sur autoroute est payante dans la plupart des cas. Le péage se trouve bien souvent proche de l'entrée. Je dois dans un premier temps retirer un ticket qui servira à déterminer l'endroit où je suis entré, donc le prix à payer. En cas de perte de ce ticket, je vais devoir payer le tronçon le plus long. Je peux aussi souscrire un abonnement qui me permettra de franchir le péage sans marquer l'arrêt. Je vais alors disposer d'un badge fixé sur le pare-brise. Ce symbole m'indiquera les voies dédiées à ce type de paiement. Ce pictogramme sera placé au-dessus des voies réservées au transport de marchandises ayant souscrit un abonnement. J'évite les changements de fil à l'approche de la barrière de péage. Lorsque j'ai passé le péage, je garde le ticket et mon mode de paiement à proximité immédiate, ou je charge mon passager de s'en occuper si je ne voyage pas seul. Les réseaux routiers et autoroutiers sont reliés. J'accède aux autoroutes et aux routes à accès réglementé par des bretelles de raccordement. La bretelle de raccordement est prolongée par une voie d'insertion. C'est une voie généralement parallèle à la chaussée, suffisamment longue pour permettre de s'insérer sans gêner les véhicules qui y circulent. Un panneau de céder le passage signale la règle de priorité. Le fait de contraindre les usagers circulant sur la route principale à modifier leur allure ou leur trajectoire constitue un refus de priorité. Je dois donc adapter l'allure, c'est-à-dire accélérer ou ralentir, pour n'occasionner aucune gêne. Pour ce faire, je peux effectuer un ou plusieurs contrôles directs au début de la voie d'insertion. Ensuite, j'alterne les contrôles dans les rétroviseurs et en direct lorsque je circule sur la voie d'insertion pour évaluer les distances et les vitesses. J'indique suffisamment tôt mon intention de changer de voie et je me décale progressivement en continuant à surveiller la circulation. Dès que je suis entré sur la chaussée principale, j'adapte le plus tôt possible mon allure en fonction du trafic de la route abordée. Si j'entre sur une autoroute, la vitesse maximale autorisée sera généralement de 130 km/h. Sur route à accès réglementé à sens unique,
La vitesse est limitée à 110 km/h, sauf indication contraire. Si je souhaite me tenir informé des conditions de circulation, je peux écouter la radio indiquée par ces panneaux. En règle générale, sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h lorsque les conditions de circulation sont normales. Par temps de pluie, l'adhérence au sol et la visibilité sont réduites. C'est pour ces raisons que la vitesse maximale autorisée est abaissée à 110 km/h. Les panneaux à message variable peuvent rappeler cette règle. Attention, sur les portions d'autoroute limitées à 110 km/h, la vitesse est abaissée à 100 km/h par temps de pluie. Sur les routes à accès réglementé, chaussées généralement en sens unique, la vitesse est limitée à 110 km/h, 100 km/h par temps de pluie. Toutefois, lorsque cette chaussée est à double sens, la vitesse est limitée à 90 km/h et 80 km/h par temps de pluie. Par temps de brouillard ou autre intempérie, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Cette disposition particulière s'applique sur tout le réseau routier et autoroutier. Les conducteurs en conduite accompagnée, en conduite supervisée ou en période probatoire doivent respecter des limitations de vitesse particulières, à savoir 110 km/h sur autoroute au lieu de 130 km/h. 100 km/h sur toutes les chaussées limitées à 110 km/h, et 80 km/h sur les chaussées à double sens sur lesquelles la vitesse est de 90 km/h en temps normal. On peut constater que les limitations de vitesse par temps de pluie et les limitations concernant les conducteurs novices sont les mêmes. On pourrait, pour le retenir, dire qu'il pleut toujours pour les conducteurs débutants. Sur autoroute uniquement, pour des raisons évidentes de sécurité, la circulation sur la voie la plus à gauche ne doit pas être inférieure à 80 km/h. En marche normale, c'est-à-dire lorsque je n'effectue pas de dépassement, je dois circuler dans la voie la plus à droite. Ainsi, je dois dépasser par la gauche. Tout dépassement par la droite est strictement interdit car il peut surprendre l'usager devant moi. Après un dépassement, je me replace obligatoirement dans la voie la plus à droite. Toutefois, lorsque je circule en files ininterrompues, si la voie dans laquelle je me trouve avance plus vite que celle située à gauche, je pourrais alors dépasser des véhicules situés à gauche en restant dans ma file. Dans ce type de circulation, tout changement de voie est interdit, sauf pour préparer un changement de direction. En suivant un autre véhicule, je dois conserver en permanence un intervalle appelé distance de sécurité. Cette disposition doit permettre d'éviter les collisions en chaîne lors des ralentissements importants. Cet espace doit toujours correspondre à la distance parcourue en 2 secondes. Je peux évaluer cette distance en mètres. Pour cela, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse par 6. Si je roule à 130 km/h, je multiplie 13 par 6, ce qui fait 78 mètres. Pour respecter cet intervalle, je laisse 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence visibles entre le véhicule qui me précède et moi-même. Sur toutes les chaussées à forte déclivité, je peux rencontrer une voie réservée aux véhicules lents. Cette voie est obligatoire pour tous les véhicules circulant à 60 km/h et moins. Sur les routes à accès réglementé et sur les autoroutes, lorsque la chaussée comporte 3 voies, l'accès à la 3e voie est interdit aux véhicules dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes ou aux ensembles de véhicules dont la longueur totale dépasse 7 mètres. Sur les routes à accès réglementé et les autoroutes, certaines manœuvres sont interdites parce que particulièrement dangereuses. La circulation, l'arrêt et le stationnement sur une bande d'arrêt d'urgence sont interdits, sauf en cas d'urgence. Le demi-tour ou le franchissement du terre-plein central sont interdits. La marche arrière, même sur la bande d'arrêt d'urgence, est également interdite. Une bifurcation autoroutière, c'est la division d'une autoroute en 2 branches différentes. Chacune de ces branches devient une autoroute à part entière. Si j'hésite dans le choix de mon itinéraire, je reste sur la voie de droite et je garde de bonnes distances de sécurité
pour lire les prochains panneaux le plus tôt possible. Ces changements de direction sont signalés longtemps à l'avance, de manière à ce que les conducteurs prennent leurs dispositions. Ce panneau indique une bifurcation entre les autoroutes A10 et A28 à 16 km. On distinguera deux types de bifurcations. Les bifurcations avec affectation de voie et celles sans affectation de voie. Commençons par les bifurcations avec affectation de voie. Dans cette situation, la voie de droite est affectée à la direction de Nantes. À 1000 mètres, les conducteurs souhaitant aller vers Paris devront se placer sur la voie de gauche. Ensuite, un second groupe de panneaux placés au-dessus des voies de circulation confirme les villes desservies par chaque voie de circulation. Je dois me placer dès que possible. En signalisation avancée, je rencontre ces panneaux placés à l'endroit où se séparent les voies. Les changements de voie sont désormais dangereux, donc interdits. Ce panneau, placé après la bifurcation, confirme que je me dirige bien vers Caen et Le Havre notamment. Récapitulons en embarquant à bord. Je vais rencontrer successivement ce panneau qui annonce la bifurcation à 10 km, le panneau d'avertissement placé ici à 1000 mètres, les panneaux de présignalisation à 500 mètres, les panneaux de signalisation avancée à hauteur des séparations de voies et le panneau de confirmation placé après l'intersection. Abordons maintenant les bifurcations sans affectation de voie. Le panneau d'avertissement, situé ici à 1400 mètres, indique que l'autoroute sur laquelle je circule continue tout droit. Si je souhaite emprunter la bifurcation pour rejoindre Bordeaux, je vais devoir prendre une voie de décélération à 1400 mètres. Le panneau de présignalisation confirme la bifurcation à 1000 mètres en direction de Bordeaux et Limoges. La signalisation avancée signale les deux voies en direction de Lyon et la flèche en biais indique la bifurcation vers Bordeaux. Le panneau de confirmation de direction est toujours placé après la bifurcation. Il me confirme que je circule vers les villes de Clermont-Ferrand et Vichy. Là aussi, nous allons visualiser cette bifurcation vue du poste de conduite. Je vais rencontrer dans cet ordre ce panneau qui annonce la bifurcation à 8 km, le panneau d'avertissement placé ici à 2000 mètres, le panneau de présignalisation à 1000 mètres, les panneaux de signalisation avancée à hauteur de la bifurcation et le panneau de confirmation placé après l'intersection. À l'approche de la séparation des voies, une ligne de dissuasion est très souvent implantée. Elle dissuade les conducteurs se trouvant à gauche de franchir cette ligne et de prendre la sortie au dernier moment. Elle n'interdit pas de se rabattre à droite après avoir effectué un dépassement. Dans cette situation, par exemple, le véhicule à côté de moi peut se replacer derrière le camion pour aller tout droit. La ligne de dissuasion n'interdit pas non plus de commencer un dépassement. Pour faciliter la tâche de conduite, je prépare mon itinéraire à l'avance à l'aide d'une carte. Je saurai ainsi quelle direction suivre suffisamment à l'avance. La conduite sur autoroute par intempéries est particulièrement délicate. Commençons par la conduite par temps de pluie. Je dois, au préalable, connaître l'état de mes pneumatiques. Je surveille notamment la profondeur des sculptures sur la bande de roulement. En effet, ces sculptures permettent d'évacuer l'eau et de conserver le contact entre la roue et la chaussée. Le gonflage correct de mes pneumatiques aura également une incidence sur la bonne évacuation de l'eau.
Je dois me soucier de l'état de mes balais d'essuie-glace. Je les change environ une fois par an et je n'attends pas qu'ils fassent des traces gênantes sur mon pare-brise. Je vais également utiliser la ventilation pour supprimer toute buée gênant la visibilité. Pour être bien vu, j'utilise au moins les feux de croisement auxquels je peux ajouter les feux de brouillard avant en cas de forte pluie. Je réduis ma vitesse à 110 km/h. Cela reste la vitesse maximale par temps de pluie. Je peux rouler moins vite si les conditions l'exigent. Le brouillard peut également s'avérer très dangereux. Comme par temps de pluie, je me rends visible avec les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière. Je conserve de longues distances de sécurité avec les véhicules qui me précèdent. Lorsque le brouillard ne permet pas de voir à plus de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Si ce brouillard est persistant, le plus raisonnable est peut-être de quitter l'autoroute. Le vent, surtout lorsqu'il est latéral, complique la conduite à vitesse élevée. Lorsque le vent souffle de droite, je peux faire des écarts vers la gauche. Bien évidemment, la conduite sur autoroute en cas de chute de neige doit m'inciter à la plus grande prudence. Je réduis l'allure en fonction de l'adhérence, j'augmente les distances de sécurité et je me rends visible avec les feux de croisement et les feux de brouillard à l'avant comme à l'arrière. Lors des pics de pollution par forte chaleur par exemple, je peux être averti de la baisse de la vitesse maximale par des panneaux à messages variables. Le fait de ne pas respecter ces prescriptions m'expose à une amende de deuxième classe, un retrait de points, voire à une immobilisation du véhicule. La conduite nocturne requiert des qualités physiques irréprochables. Je dois avoir une bonne vue, notamment, et partir reposé. J'utilise les feux de route pour voir le plus loin possible si la chaussée n'est pas éclairée. Je passe en feu de croisement si je suis un autre usager ou si je risque de gêner un véhicule situé de l'autre côté du terre-plein. Certains tronçons autoroutiers ou routiers, en sens unique, sont pourvus de végétation ou de dispositifs de protection en partie centrale. Ces équipements me permettront de conserver les feux de route en croisant d'autres véhicules. Attention tout de même aux conducteurs de poids lourds qui, installés plus en hauteur, ne seront pas protégés par ces dispositifs. Ma résistance à la fatigue en conduite nocturne sera beaucoup moins importante. Je dois faire des pauses encore plus régulièrement. Lors du chargement de mon véhicule, je veille à placer au maximum les objets transportés à l'intérieur de l'habitacle. Je dois également répartir le poids de façon uniforme pour modifier au minimum la tenue de route de ma voiture. Toutes les personnes transportées ainsi que les objets doivent être attachés. Si je transporte un colis important sur les sièges, je peux me servir de la ceinture de sécurité pour le sangler. La visibilité vers l'arrière ne doit pas être altérée. Si les objets transportés sont trop volumineux, je choisis de les placer si possible dans une remorque basse plutôt que sur le toit. Tout doit être solidement arrimé, rien ne doit pendre ou battre au vent. Enfin, et si seulement je n'ai pu trouver aucune autre solution, je peux transporter ces objets sur le toit, de préférence dans un coffre solidement arrimé. Si je transporte des vélos à l'arrière de mon véhicule, je ne dois masquer ni les feux ni la plaque d'immatriculation. La vitesse à laquelle je circule sur autoroute et sur route à accès réglementé impose de vérifier très régulièrement mon attelage et sa fixation. Je profite des aires de repos pour cela. Que je sois un conducteur confirmé ou novice, la fatigue au volant finit toujours par se faire ressentir. En cause, vitesse, durée du trajet, monotonie du trajet, mauvaises conditions météorologiques, etc. Sur autoroute, la fatigue est le premier facteur d'accident. Elle est en cause dans 30% des accidents mortels. Sur les voies rapides, la monotonie et l'ennui entraînent une baisse de la vigilance. Cela peut entraîner une somnolence et donc l'accident. Pour éviter la fatigue, je dois partir reposé et en dehors des heures de digestion et des heures où habituellement je dors. Sur un cycle de 24 heures, 2 périodes sont particulièrement critiques. Entre 2 heures et 5 heures du matin et l'après-midi entre 14 heures et 16 heures. En préparant à l'avance mon itinéraire, j'évite les embouteillages et donc une fatigue inutile.
Même en prenant toutes ces dispositions, je fais une pause de 15 minutes minimum, au moins toutes les 2 heures. Pour me permettre de faire une pause, les autoroutes et les routes à accès réglementé comportent des aires de repos et ou de service. Mais quelle est la différence? Une aire de repos permet, comme son nom l'indique, de se reposer. Elle est signalée par ce type de panneau. Le panneau est à fond bleu sur les autoroutes. La mention à l'intérieur précise le nom de l'aire. Je peux stationner et me dégourdir les jambes. Parfois, je peux trouver des tables de pique-nique pour faire la pause casse-croûte et des toilettes. L'aire de service propose, comme son nom l'indique, des services. Ils sont indiqués chacun par leur propre symbole, figurant dans le panneau qui annonce l'aire. Une aire de service est annoncée par le même type de panneau que l'aire de repos, mais sa signalisation comporte en plus les panneaux qui indiquent les différents services qui sont à disposition. Je peux par exemple sur une aire de service trouver un distributeur de billets, un restaurant, un point d'information relative aux services ou activités touristiques, etc. Même si j'entretiens régulièrement mon véhicule, je ne suis jamais à l'abri d'un pépin. Dans ce cas, l'arrêt peut s'avérer nécessaire. Je dois toujours pouvoir effectuer un arrêt d'urgence sur les autoroutes et les routes à accès réglementé. Pour cela, j'utilise les emplacements d'arrêt d'urgence ou à défaut la bande d'arrêt d'urgence. Un emplacement d'arrêt d'urgence est indiqué par ce panneau. Je peux l'utiliser uniquement en cas d'arrêt d'urgence, panne, malaise ou accident. Je peux faire un arrêt d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence si aucun emplacement n'est présent à proximité. Dans tous les cas, j'allume les feux de détresse même avant l'arrêt total du véhicule pour ne pas surprendre les usagers vers l'arrière. J'enfile ensuite le gilet haute visibilité qui doit se trouver à l'intérieur de l'habitacle. Je sors du véhicule en passant par le côté passager et je place mon triangle de présignalisation sans me mettre en danger. Je contacte les secours en utilisant le poste d'appel d'urgence le plus proche. Je ne traverse jamais la chaussée pour utiliser une borne de l'autre côté. Ces bornes sont implantées tous les 2 km sur autoroute. J'aurai donc, dans le pire des cas, seulement 1 km à faire à pied. En rejoignant la borne, je marche si possible derrière le rail. J'équipe mes passagers d'un gilet de haute visibilité si j'en possède plusieurs dans mon véhicule et je demande à tous mes passagers de prendre place derrière le rail de sécurité. Le danger est grand de rester à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Bien souvent, au début de mon itinéraire autoroutier, j'ai pris un ticket. Cela permet de savoir où je suis entré et donc de déterminer le montant à payer. Si je ne suis pas en mesure de présenter le ticket, je dois m'acquitter du montant correspondant au trajet le plus long. Au péage, je peux rencontrer un péagiste. Dans ce cas, je peux payer le montant du parcours en espèces, en chèque ou en carte bancaire. Je peux me placer dans une voie affectée pour les paiements par carte bancaire. Je peux également choisir le paiement en espèces. Si je suis abonné au système de télépéage, je me place dans une voie réservée surmontée de ce symbole. Dans ce cas, un badge placé sur mon pare-brise déclenche l'ouverture de la barrière. Parfois, des portiques sont installés plusieurs centaines de mètres avant la gare de péage pour indiquer à l'avance aux usagers les différentes voies fermées et ouvertes. À l'entrée des gares de péage, les mêmes signaux rappellent les voies ouvertes et fermées. La flèche verte indique que la voie est ouverte à tous les usagers et que tous les modes de paiement sont possibles, espèces, chèques, cartes, etc. La croix rouge, par contre, indique que la voie est fermée. Lorsque j'ai pris mon ticket ou lorsque j'ai réglé le montant du péage, le feu rouge passe au vert et la barrière se soulève pour autoriser le passage. Pour quitter une autoroute ou une route à accès réglementé, je dois emprunter une voie de décélération ou une voie affectée. Les sorties sont signalées par des panneaux à fond vert ou à fond blanc. Une sortie est annoncée par ce type de panneau de direction sur lequel je peux trouver différentes informations comme le nom et ou le numéro de la sortie, les directions desservies. Dans un premier temps, je rencontre ce panneau d'avertissement.
Il précise la distance restant à parcourir pour rejoindre la sortie. À mi-chemin, je rencontre un panneau de présignalisation rappelant les informations liées à la prochaine sortie. Enfin, ce panneau positionne l'entrée de la voie de décélération et redonne les informations comme les directions desservies et le numéro de la sortie. Parfois, la sortie est signalée par un autre type de panneau comportant des flèches de sélection. Il s'agit de panneaux indiquant la voie à emprunter pour aller en direction de la sortie indiquée. Dans ce cas, le panneau d'avertissement montre bien que la voie à emprunter est dissociée de l'axe principal. Le panneau de présignalisation, ici placé à 700 mètres, signale les 3 voies de l'autoroute et les 2 voies affectées à la sortie. Il est suivi de panneaux de signalisation d'affectation de voies de sortie, placés à l'endroit où les voies de circulation se séparent. Revoyons ces intersections en 3D. Tout d'abord, la sortie sans affectation de voie. Ce panneau à fond blanc et vert annonce la sortie numéro 19 en direction de Blois et Chambord à 30 km. Le panneau d'avertissement signale la sortie numéro 19 à 2000 mètres. Il indique également la configuration de la chaussée, à savoir 2 voies qui desservent l'autoroute et une voie de décélération pour rejoindre la sortie. Ce panneau de présignalisation indique la sortie à 1000 mètres. Si je souhaite quitter l'autoroute, j'évite de commencer un dépassement. La signalisation avancée de sortie rappelle les 2 voies qui desservent l'autoroute. Le panneau de droite avec la flèche en biais indique la voie de décélération qui s'ouvre à droite. Poursuivons avec les sorties avec affectation de voie. Ce premier panneau annonce la prochaine sortie qui se trouve à 30 km, mais ce signal ne permet pas de déterminer quel type de sortie nous allons rencontrer. Ce panneau d'avertissement de sortie donne déjà des indications importantes sur la configuration de la chaussée. La partie droite du schéma indique que la voie de droite est affectée aux véhicules qui souhaitent prendre la sortie. L'autre branche représente la chaussée de l'autoroute, ici les 2 voies de gauche. À partir de ces signaux de présignalisation, les conducteurs doivent se placer le plus tôt possible dans les voies affectées aux directions choisies. Ces panneaux de signalisation avancée sans indication de distance sont placés là où les voies se séparent. Ils rappellent les directions desservies. Il est trop tard pour effectuer un changement de direction. Ce panneau, placé après la sortie, confirme la route sur laquelle je circule. Une jonction d'autoroute est la rencontre de 2 branches autoroutières pour n'en former plus qu'une. Je peux aussi rencontrer une voie permettant d'entrer et de sortir simultanément. Dans ce cas, l'intersection s'appelle voie d'entrecroisement. Elle permet à la fois d'entrer et de sortir d'une chaussée à sens unique dans le but d'améliorer la fluidité du trafic. Mais attention, elle n'est pas sans danger. Si j'aborde la voie d'entrecroisement par la voie d'insertion, je dois détecter le plus tôt possible la présence ou non de véhicules sur la chaussée abordée. Je signale mon intention tout en continuant à surveiller rétroviseur et angle mort. Sur les voies d'entrecroisement, je dois faire particulièrement attention à l'adaptation de mon allure pour m'insérer en toute sécurité sans gêner les véhicules qui souhaitent quitter la route principale. La difficulté réside dans le fait que je vais me trouver en phase d'accélération lorsque les véhicules souhaitant sortir seront en phase de ralentissement. Lorsque j'aborde la voie d'entrecroisement par la voie de décélération, je signale mon intention suffisamment tôt de manière à ne pas surprendre les véhicules qui me suivent. Je dois ensuite m'assurer que je peux m'y insérer sans gêner la circulation des usagers présents sur la bretelle d'accès. Je contrôle donc fréquemment les rétroviseurs et les angles morts. Si un usager est présent, j'adapte mon allure pour changer de voie en sécurité. Je tiens compte des différences d'allure.
Le périphérique parisien présente deux particularités. Les véhicules qui souhaitent entrer sur la chaussée principale bénéficient de la priorité de passage. La vitesse sur le périphérique parisien est limitée à 80 km/h. Lorsque je sors d'une autoroute, je quitte le réseau autoroutier par une bretelle de sortie qui commence souvent par un virage parfois dangereux. Je peux ensuite circuler sur une route à accès réglementé ou directement sur une chaussée à double sens de circulation. J'étais habitué à circuler à 130 km/h ou à 110 km/h et je me retrouve sur une chaussée où la vitesse maximale autorisée est fortement diminuée. Je dois donc être vigilant à la signalisation et me réhabituer à la nouvelle vitesse à adopter en fonction du lieu et des autres usagers. Je vais très souvent avoir l'impression de circuler lentement. C'est seulement un sentiment qui peut perturber ma prise de décision. Je vais retrouver des intersections à niveau et devoir tenir compte des régimes de priorité différents. Je vais côtoyer des usagers que je ne rencontre pas sur autoroute, à savoir les piétons. Je peux également rencontrer des cyclistes qui sont eux aussi des usagers vulnérables. Lors des dépassements, je vais devoir être particulièrement vigilant concernant les véhicules arrivant en sens inverse. En résumé, les autoroutes et les routes à accès réglementé sont assez semblables. Elles sont toutes deux signalées par un panneau d'indication à fond bleu. Les panneaux de sortie sont signalés par un panneau à fond bleu barré de rouge. Ces deux routes sont interdites aux mêmes usagers. Piétons, animaux, véhicules sans moteur, cyclomoteurs et tricycles à moteur de moins de 550 kg et de moins de 15 kW, quadricycles à moteur, véhicules agricoles et de travaux publics, et enfin, certains ensembles routiers. Les manœuvres interdites sont également les mêmes. Il est interdit de traverser le terre-plein central et de faire demi-tour. Il est interdit de faire marche arrière, même sur la bande d'arrêt d'urgence, de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, de s'arrêter ou de stationner sur la chaussée ou sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf en cas d'urgence. Les règles de dépassement sont identiques, ainsi que le marquage au sol. Le marquage délimitant la bande d'arrêt d'urgence est composé de traits de 39 mètres de long et d'intervalles de 13 mètres. La ligne de dissuasion au niveau des voies de décélération interdit aux usagers circulant sur la voie de gauche d'emprunter la sortie. Mais la ligne de dissuasion autorise le dépassement, si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le faire. En général, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h par beau temps et 110 par temps de pluie. Certains tronçons autoroutiers sont limités à 110 km/h, voire une limitation inférieure. En revanche, sur route à accès réglementé, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h par beau temps et 100 km/h par temps de pluie. Dans tous les cas, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h pour tous les usagers. Les conducteurs en phase probatoire sont limités à 110 km/h sur autoroute par tous les temps. Mais sur les routes à accès réglementé et les autoroutes limitées à 110 km/h, ces mêmes conducteurs sont limités à 100 km/h. Une petite particularité sur l'autoroute. Lorsque la chaussée comporte 3 voies de circulation, la vitesse minimale obligatoire est de 80 km/h sur la voie de gauche. Plus la vitesse est importante, plus les conséquences d'un accident sont graves. Pour éviter une collision en cas de ralentissement important, je dois absolument respecter les distances de sécurité entre mon véhicule et celui qui me précède. Je dois impérativement conserver un intervalle de 2 secondes, 1 seconde pour le temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Sur autoroute, des panneaux rappellent l'importance de cette distance. 1 trait danger, 2 traits sécurité. Je vais devoir être vigilant et respecter la vie des hommes et femmes qui travaillent sur le réseau autoroutier. L'autoroute est donc un moyen de déplacement rapide et sûr. Je dois tout de même être très vigilant et respecter toutes ces consignes de sécurité.